Bonjour, je m'appelle Elliot James Callahan, mais tout le monde m'appelle Ellie. J'ai 29 ans et je vis à Harrisburg, en Pennsylvanie, une ville paisible nichée au bord de la rivière Susquehanna, dont le courant tranquille reflète souvent la lumière dorée des fins d'après-midi. Harrisburg n'est ni aussi animée que Philadelphie, ni aussi industrielle que Pittsburgh, mais elle possède un charme que j'aime profondément. Des rues pavées, des bâtiments de briques rouges décolorés par le temps, des chênes immenses qui bordent les routes et cet air d'automne clair et frais qui semble flotter toute l'année. Je travaille à la bibliothèque de l'université locale comme archiviste. Mon travail consiste à classer des livres, des documents, parfois des lettres et des notes écrites à la main datant d'un autre siècle. Ce n'est pas un métier prestigieux, il ne paie pas beaucoup, mais je l'aime. J'aime l'odeur du papier ancien, la sensation que chaque livre cache une voix oubliée, une histoire effacée du monde. J'aime la façon dont les fragments du passé se recomposent entre mes mains, comme si je reconstruisais un roman secret que personne ne lira jamais. Mais pour ma famille, je suis un échec. Ellie, tu vis encore de ce salaire misérable? Répète souvent mon cousin Jake pendant les réunions de famille, avec ce sourire narquois qui me donne envie de disparaître. Pour eux, je suis le raté, le seul Callahan à ne pas s'être lancé dans les affaires pour courir après l'argent ou la reconnaissance. Mon père, Thomas Callahan, est un entrepreneur prospère dans l'immobilier, à la tête d'une société en pleine expansion dans toute la région de Harrisburg. Son frère cadet, l'oncle Dan, est son bras droit, toujours impeccablement vêtu de costumes hors de prix et affichant un sourire de façade. Ils vivent dans un monde fait de contrats à plusieurs millions, de voitures étincelantes et de fêtes luxueuses. Et moi, je suis ce type de 29 ans qui conduit une vieille voiture, porte un pull élimé et préfère la compagnie des livres à celle des conversations sur la bourse ou les affaires. Les réunions familiales sont toujours bruyantes et pompeuses, dans des salons éclairés par des lustres et remplis de verres de vin hors de prix. Mes cousins, Jake, Emily, Sarah, adorent parler de leurs vacances en Europe, de leurs montres suisses, de leurs appartements luxueux au centre-ville. Moi, je reste d'ordinaire silencieux, assis dans un coin, à remplir les verres d'eau ou à débarrasser les assiettes. Personne ne me pose jamais de questions. Une fois, Emily m'a lancé « Ellie, tu fais quoi exactement à la bibliothèque? Tu ranges des livres? Quel métier de rêve !» Toute la table a éclaté de rire. J'ai souri, j'ai acquiescé, et j'ai continué à nettoyer la table. Je me suis habitué à être invisible. Pourtant, il existe un endroit où je ne me sens jamais étranger. La vieille maison en bois de mes grands-parents, cachée près de la forêt d'Allegheny. Mon grand-père, Walter Edmund Callahan, ou grand-papa Walt comme je l'appelle, est un homme grand, bien que le temps ait courbé son dos, blanchi ses cheveux et marqué ses mains. Il passe ses journées dans son vieux pull usé, une tasse de café noir dans une main et un livre dans l'autre. La maison sent le bois humide, le feu de cheminée et le passé. Ma grand-mère, Margaret, ou grand-maman Maggie, est la femme la plus douce que je connaisse. Son sourire est apaisant, ses yeux débordent de bienveillance. Elle tricote souvent à côté de lui ou prépare du thé. Ensemble, ils ressemblent à une peinture ancienne, paisible et vivante à la fois. Le reste de la famille les ignore presque. Pour eux, grand-papa est un vieil homme pauvre, figé dans le passé, vivant dans une maison délabrée sur un terrain sans valeur. Mon père a déjà dit un jour, lors d'un dîner, « Le vieux n'a rien à laisser ». Toute sa vie, il a juste lu des livres et raconté des histoires de guerre. Mon oncle Dan avait ri. Quel gâchis de terrain! Ça pourrait rapporter des millions s'il le vendait. Ces mots m'avaient glacé. Grand-papa n'avait rien répondu. Il regardait dehors, silencieux, comme s'il contemplait un monde que nous étions incapables de comprendre. Pourtant, pour moi, grand-papa Walt est tout un univers. Chaque week-end, je prends ma voiture et je lui rends visite avec une boîte de pâtisserie ou quelques médicaments. Nous passons des heures près du feu à écouter ses histoires, des récits de guerre, d'espions, de secrets enfouis sous la poussière du temps. Sa voix est grave, posée, et chaque mot semble graver une trace en moi. Il aime particulièrement parler de la guerre froide, et j'apporte souvent des livres de la bibliothèque sur la CIA, le KGB ou les opérations d'espionnage. Un soir, il m'a dit « Ellie, tu sais, le monde est plein de secrets. Certaines personnes changent le cours de l'histoire sans que personne ne sache jamais qui elles étaient. » Grand-maman Maggie avait souri.
Walt, arrête de lui mettre ses idées en tête. Mais je voyais bien qu'elle aimait l'entendre autant que moi. Ces après-midi au coin du feu, entourés d'histoires et de l'odeur de biscuits, me donnèrent le sentiment d'être à ma place. Je n'avais pas besoin d'argent ni d'approbation familiale. Tout ce que je voulais, c'était que grand-papa reste en bonne santé, que grand-maman continue de sourire et que ces moments durent toujours. Ma mère, Suzanne, est la seule de la famille qui ne se moque jamais de moi. Une femme calme, aux cheveux châtains relevés en chignon, avec un regard triste. Dans la famille Callahan, elle est comme une ombre, éclipsée par la présence de mon père et de mon oncle. Elle ne les contredit jamais, mais quand nous sommes seuls, elle me serre la main et me dit doucement « Ellie, tu n'as pas besoin d'être comme eux. Sois toi-même. » Ces mots, je les garde en moi comme un refuge. Et c'est ainsi que ma vie suivait son cours, jusqu'à ce qu'un soir d'automne glacial, tout commence à changer. Ce soir-là, il faisait un froid mordant. Comme d'habitude, j'étais allé rendre visite à mes grands-parents. Grand-papa Walt était assis dans son fauteuil, près du feu, un vieux livre ouvert entre ses mains. Mais quelque chose, ce soir-là, était différent dans son regard. Il me regardait fixement, non pas avec son sourire habituel, mais avec une expression profonde, presque grave, comme s'il essayait de lire au fond de mon âme. Grand-maman Maggie s'était couchée plus tôt, nous laissant seuls dans la pièce, éclairés seulement par la lueur vacillante des flammes. Puis il m'a dit d'une voix basse, rauque, « Ellie, si un secret existait, un secret capable de changer la manière dont tu vois cette famille, voudrais-tu le connaître ?» Ces mots m'ont figé. Grand-papa racontait souvent des histoires, mais jamais avec un ton aussi sérieux. J'ai essayé de plaisanter. « Quoi, encore une de tes histoires d'espion, grand-papa ? Tu adores ça, hein ?» Mais il n'a pas souri. Ses yeux, sous la lumière du feu, brillaient d'une intensité étrange. « Je ne plaisante pas, Ellie, » a-t-il murmuré. « Il y a des choses que j'ai cachées toute ma vie. Mais peut-être que le moment approche pour que tu saches tout. » Un frisson m'a parcouru, pas à cause du froid, mais à cause de sa voix. J'ai voulu lui poser des questions, mais il a simplement posé sa main sur mon épaule et a ajouté « Tu es le seul en qui j'ai confiance, Ellie. N'oublie jamais ça. » Cette nuit-là, en rentrant chez moi, ces mots résonnaient sans cesse dans ma tête. Un secret ? Quel genre de secret ? Était-ce seulement un délire de vieil homme fatigué ? Je voulais y croire, mais au fond de moi, je savais que mon grand-père ne disait jamais rien sans raison. Et ce regard, ce n'était pas celui d'un vieillard perdu. C'était le regard de quelqu'un qui se préparait à confier un fardeau immense. L'automne passa vite à Harrisburg. Les routes étroites vers la maison de mes grands-parents se couvrirent de feuilles dorées, et le vent apportait une odeur de bois brûlé et de pluie. Mais à mesure que les saisons changeaient, la santé de grand-papa déclinait. Un jour, en arrivant chez eux, je le trouvais assis près du feu, le visage pâle, la respiration sifflante. Grand-maman préparait du thé, les mains tremblantes. « Il tousse depuis toute une semaine, » dit-elle d'une voix douce mais inquiète. « Le médecin pense que c'est une pneumonie, mais il refuse d'aller à l'hôpital. Il veut rester ici. » Je me suis approché de lui, j'ai pris sa main dans la mienne. « Grand-papa, il faut que tu voies un médecin. Je t'y emmènerai moi-même, d'accord ?» Il a secoué la tête avec un sourire fatigué. « Ellie, je suis vieux. Je n'ai pas besoin d'un hôpital. Ce dont j'ai besoin, c'est d'être ici, avec ta grand-mère. Et avec toi. » Sa main, chaude mais faible, a serré la mienne. J'ai voulu insister, mais ses yeux m'ont arrêté. Ce n'étaient pas les yeux d'un homme qui renonce, mais ceux de quelqu'un qui accepte, calmement, que le temps arrive à sa fin. À partir de ce jour-là, je passais plus de temps avec eux. Je pris des jours de congé à la bibliothèque, je cuisinais, je faisais le ménage, je m'occupais du feu. Et chaque soir, je m'asseyais près de grand-papa pour écouter ses histoires. Mais elles avaient changé. Ce n'étaient plus des récits de guerre ou d'espions, mais des confidences, des souvenirs, des fragments d'une vie qu'il n'avait jamais racontée. Une fois, il m'a demandé « Ellie, as-tu déjà pensé qu'un homme pouvait vivre 2 vies ?» J'ai froncé les sourcils. « 2 vies ?» Il hocha lentement la tête, le regard perdu dans les flammes. « Oui, une vie que tout le monde voit, et une autre que lui seul connaît. Certaines choses doivent rester enfouies, parce que si elles sortaient au grand jour, elles détruiraient tout. » Ces paroles m'ont glacé. J'ai voulu en savoir plus, mais grand-maman est entrée avec une assiette de biscuits
tout juste sortie du four. Et il a changé de sujet. Il s'est mis à parler d'elle, de ses gâteaux, de ses souvenirs d'enfance. Je l'écoutais, mais ses mots précédents tournaient dans ma tête, comme une pierre jetée dans un lac calme dont les cercles s'étendent sans fin. Pendant ce temps, le reste de la famille restait indifférent. Mon père, absorbé par ses affaires immobilières, passait son temps entre New York et Chicago. Mon oncle Dan faisait la une des journaux locaux, vantant les mérites de leur nouveau projet. Mes cousins, eux, continuaient leur vie de luxe, entre soirées, voyages et voitures de sport. Lors de Thanksgiving, aucun d'eux ne vint rendre visite à mes grands-parents. Mon père appela brièvement « Comment va ton grand-père ? Je suis débordé, mais je passerai peut-être la semaine prochaine. » Il ne vint jamais. Mon oncle Dan envoya un panier cadeau rempli de vin et de fromage importé, mais pas un mot personnel. Mes cousins ne prirent même pas la peine d'appeler. Seuls ma mère et moi avons partagé ce dîner avec eux. Elle avait préparé une dinde rôtie, et moi j'avais apporté des biscuits au gingembre, les préférés de grand-maman. Nous avons mangé tous les quatre, dans la petite cuisine en bois. Grand-papa toussait souvent, mais il souriait encore, évoquant des souvenirs de Thanksgiving d'autrefois. À l'époque, ton père et Dan se battaient toujours pour le plus gros morceau de tarte au potiron, dit-il en riant faiblement. Je regardais ma mère, et elle me rendit un sourire triste. Elle aussi sentait la solitude de ses beaux-parents, mais comme toujours, elle ne disait rien. L'hiver approchait, et la pneumonie s'aggrava. Le médecin nous avertit qu'il ne passerait peut-être pas la saison. Je commençais à dormir sur un vieux fauteuil du salon pour rester près d'eux. Grand-maman, bien que fragile, ne quittait jamais son chevet. Ses gestes étaient pleins d'amour. Elle lui posait des linges chauds sur le front, lui préparait du thé au gingembre, murmurait des prières. Une nuit, alors que je veillais à ses côtés, il m'a attrapé la main. La lune éclairait faiblement sa chambre. « Ellie, me dit-il d'une voix faible, ne crois jamais ce que tu vois en surface. Quand je ne serai plus là, va à cet endroit. » « Quel endroit ?» demandai-je, le cœur battant. Il serra ma main, les yeux soudain vifs malgré la maladie. « Tu sauras. N'oublie pas, tu es le seul en qui j'ai confiance. Ne les laisse pas t'aveugler. » Je voulais le questionner davantage, mais une violente quinte de toux l'interrompit. Grand-maman entra précipitamment avec un verre d'eau. Elle me lança un regard qui voulait dire « N'insiste pas ». J'ai hoché la tête, mais ces paroles brûlaient déjà dans mon esprit. Les jours suivants, je remarquais des détails que je n'avais jamais vus auparavant. En nettoyant le salon, je tombais sur une vieille boîte en bois, posée dans un coin, fermée par un petit cadenas. « Qu'est-ce que c'est, grand-maman » demandai-je. Elle me sourit doucement. « C'est à ton grand-père. Il m'a demandé de ne pas y toucher. Je n'ai pas insisté. Mais l'image de cette boîte me hantait, son bois marqué, les rayures profondes, comme si elle avait voyagé à travers le temps et les secrets. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux. Dans la maison des Callahan, on n'entendait plus les rires d'autrefois, ni le crépitement joyeux du feu comme avant. Tout semblait suspendu dans un calme lourd, comme si la maison elle-même savait que le temps lui échappait. Grand-papa Walt dormait souvent, son souffle court et irrégulier. Parfois, il se réveillait, les yeux perdus dans le vide, et murmurait des mots que je ne comprenais pas tout à fait. Des fragments de noms, des lieux, peut-être des souvenirs de jeunesse. Je passais des heures à ses côtés, lisant à voix basse les journaux qu'il aimait, ou simplement à regarder la lumière se poser sur les murs jaunis. Grand-maman, elle, s'activait sans cesse, incapable de rester immobile, comme si le mouvement seul pouvait retenir la mort à la porte. Ses mains tremblaient lorsqu'elle préparait le thé, et pourtant elle souriait à chaque fois que je croisais son regard. Les visites du médecin se faisaient plus fréquentes, mais les nouvelles étaient toujours les mêmes. Rien à faire, si ce n'est veiller sur lui et prier. Les jours s'écoulaient dans une lenteur douloureuse, rythmée par les mêmes gestes, changer les draps, apporter de l'eau, maintenir le feu. Je me souviens d'une matinée glaciale où le givre recouvrait les vitres comme une dentelle blanche. Grand-papa dormait profondément, et je me suis surpris à observer les rides de son visage. Elle semblait raconter toute une vie, la rigueur, les secrets, mais aussi la bonté. J'ai repensé à ses paroles. « Tu sauras. » Qu'est-ce que je devais savoir au juste? Et surtout, pourquoi moi? Pourquoi pas mon père, son propre fils? Pourquoi pas mon oncle ou quelqu'un d'autre dans la famille?
Cette question me poursuivait sans répit. Quelques jours plus tard, grand-papa se réveilla au milieu de la nuit. J'étais assis près de lui, à moitié endormi, lorsque j'ai senti sa main chercher la mienne. Il me regarda longuement, ses yeux plus clairs que je ne les avais jamais vus. « Ellie, écoute-moi bien. Quand je ne serai plus là, promets-moi de ne pas croire tout ce qu'ils te diront. Les apparences sont trompeuses. Cherche la vérité par toi-même. Elle se trouve dans cette maison, là où le silence est le plus profond. » Je lui ai promis, sans même comprendre ce que je disais. À ce moment-là, j'aurais promis n'importe quoi pour lui donner un peu de paix. Il ferma les yeux, épuisé, et murmura d'une voix à peine audible « Tu es mon dernier espoir. » Ces mots me transpercèrent. Je ne savais pas qu'ils seraient les derniers. 3 jours plus tard, il s'éteignit paisiblement au lever du soleil. Grand-maman était à ses côtés, sa main posée sur la sienne. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle resta immobile, les yeux fixés sur son visage, comme si elle refusait d'accepter que ce souffle, si familier, ne reviendrait plus. Moi, je n'arrivais pas à bouger. J'étais paralysé, incapable d'imaginer ce monde sans lui. Le jour des funérailles, Harrisburg était enveloppé d'un brouillard dense. L'air sentait la terre et la pluie. La cérémonie fut simple. Quelques voisins, des amis de longue date et la famille. Mon père, impeccable dans son costume noir, resta raide et silencieux. Mon oncle Dan joua la comédie du chagrin, mais son regard était ailleurs, comme s'il pensait déjà à l'héritage. Je me souviens de la main de ma mère sur mon épaule, légère, tremblante. Elle ne disait rien, mais son regard suffisait à me dire qu'elle comprenait ma douleur. Lorsque le cercueil fut descendu dans la terre, un vent glacé se leva. Grand-maman sanglota enfin, et j'ai senti les larmes me brûler les yeux. J'aurais voulu dire quelque chose, prononcer un adieu digne de lui, mais aucun mot ne vint. Ce soir-là, après l'enterrement, toute la famille se retrouva dans le grand salon de la maison paternelle. Le contraste entre la richesse du lieu et la simplicité de la vie de mon grand-père me révolta. Le feu dans la cheminée jetait une lumière dorée sur les verres de vin et les bijoux de mes tantes. Mon père et mon oncle parlaient à voix basse avec l'avocat, maître Steinberg, tandis que mes cousins discutaient comme si de rien n'était. J'étais assis à l'écart, un verre d'eau à la main, incapable de supporter leur visage. Puis Steinberg prit la parole pour lire le testament. La plupart des biens connus étaient insignifiants. La maison, quelques meubles, de vieux livres. Mon père hérita de parts symboliques, mon oncle de documents sans valeur. Et puis, il lut la dernière ligne. Je lègue à mon petit-fils, Elliot James Callahan, la somme de $10 et la propriété numéro 1417, située à la lisière de la forêt d'Allegheny. Un silence parcourut la pièce, aussitôt brisé par un rire sec de l'oncle Dan. 10 $ et une ruine au milieu des bois? Eh bien, félicitations, Ellie, le vieil homme t'adorait vraiment. Les rires fusèrent. Mon père esquissa un sourire amer. Moi, je restais muet. 10 $. Et cette maison abandonnée. Pourtant, au fond de moi, je savais que rien n'était laissé au hasard. Grand-papa n'aurait jamais écrit ça sans raison. Le lendemain, je suis allé voir la propriété. La route jusqu'à la maison numéro 1417 serpentait à travers les arbres nus. Le vent sifflait dans les branches et le ciel était bas, menaçant. La bâtisse, en bois sombre, semblait abandonnée depuis des années. Les volets pendaient, les marches du perron craquaient sous mes pas. J'ai poussé la porte, qui s'est ouverte dans un grincement. L'air à l'intérieur était lourd, saturé de poussière et de silence. Les meubles étaient recouverts de draps, les murs craquelaient. Et pourtant, quelque chose dans cette maison m'attirait. Je suis resté des heures à fouiller, à observer, à écouter le moindre son. Puis, dans le salon, derrière une vieille commode, j'ai remarqué une planche du plancher légèrement surélevée. Je l'ai soulevée et j'ai découvert une petite trappe en métal. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. En dessous, un escalier étroit descendait dans l'obscurité. Je me suis éclairé avec la lampe de mon téléphone et j'ai commencé à descendre. L'air était froid, humide. Au bas de l'escalier, une pièce minuscule s'ouvrait, un ancien cellier peut-être. Mais sur la table au centre, il y avait quelque chose d'inattendu. Une boîte en acier. Elle ressemblait à celle que j'avais vue chez mes grands-parents, mais plus grande, plus solide, couverte de poussière. Je l'ai ouverte avec précaution et mon souffle s'est coupé.
À l'intérieur, il y avait un vieux carnet relié de cuir, plusieurs enveloppes scellées, des photos en noir et blanc et une clé USB. Sur la couverture du carnet, 3 lettres gravées à la main. C, I, A. Mon cœur s'est emballé. Je me suis assis sur le sol, incapable de détacher mes yeux de ces objets. J'ai ouvert le carnet et j'ai vu une écriture fine, rigoureuse, celle de mon grand-père. Les premières pages contenaient des notes sur des opérations, des noms de code, des dates allant de 1958 à 1980. Une phrase, écrite au centre d'une page, me fit frissonner. Ne jamais oublier, le silence peut sauver des vies. Puis, à la dernière page, si tu lis ceci, Ellie, c'est que j'ai enfin pu me reposer. La vérité t'appartient désormais. J'ai senti les larmes monter. Je restais longtemps dans ce sous-sol, assis sur le sol froid, le carnet ouvert sur mes genoux. L'air était lourd, chargé d'humidité, mais j'avais l'impression de respirer pour la première fois. Mon grand-père, celui que tout le monde avait pris pour un vieil homme simple et sans importance, avait vécu une autre vie, une vie cachée, immense, tissée de secrets d'État. Je tournais les pages une à une. Les mots dansaient sous la lueur de ma lampe. Certains paragraphes étaient codés, d'autres en anglais, en allemand, parfois même en russe. Il y avait des mentions de Berlin, de Budapest, de Prague, de défection, de transfert de cible, de corridor sûr, et puis ce mot qui revenait sans cesse, Falcon. Je compris alors. Falcon, c'était lui. C'était son nom de code. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes tempes. Mon grand-père avait été un agent de la CIA pendant la guerre froide. Tout à coup, tant de choses prirent sens. Sa passion pour les livres d'histoire, ses silences, sa façon de parler du passé comme d'un fantôme familier. Mais ce n'était pas tout. Dans la boîte, il y avait aussi un dossier marqué « Personnel confidentiel ». À l'intérieur, des copies de documents officiels, lettres signées de la main de dirigeants américains, rapports de mission et une série de fiches mentionnant 2 noms qui me glacèrent. Thomas Callahan et Daniel Callahan, mon père et mon oncle. Je parcourus les pages, incrédule. Des transactions suspectes, des comptes à l'étranger, des contrats falsifiés. Des notes de mon grand-père. Suivent les traces du capital détourné depuis 2018. Charité fictive, risques légaux. Mon souffle se coupa. Je relus ces lignes encore et encore, incapable de croire ce que je voyais. Mon père et mon oncle, les piliers de la famille Callahan, les modèles d'honneur et de réussite, étaient impliqués dans des affaires illégales. Je tombais sur une enveloppe séparée. Mon nom y était écrit à la main. Tremblant, je l'ouvris. À l'intérieur, une lettre, rédigée d'une écriture fine et nette. « Ellie, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé ce que j'ai caché. J'ai vécu 2 vies. Une pour le monde, une pour moi. Mais ce qui me ronge aujourd'hui, ce ne sont pas les secrets d'espionnage, ni les missions que j'ai dû accomplir. C'est ce que mes fils sont devenus. J'ai essayé de les prévenir. J'ai fermé les yeux trop longtemps. Je ne pouvais pas dénoncer mes propres enfants, mais je ne pouvais pas non plus les protéger de leurs fautes. Alors, je t'ai choisi, toi, Ellie. Parce que tu es le seul à voir au-delà des apparences. Le seul qui puisse choisir le juste chemin. Sur la clé USB, tu trouveras la preuve de tout. Si ton père et ton oncle continuent, fais ce qu'il faut. Mais avant tout, donne-leur une chance de se racheter. Je t'aime, petit. Sois fort. Grand-papa Walt. Les larmes me brouillèrent la vue. J'avais beau relire la lettre, les mots restaient impossibles à accepter. Il me confiait un fardeau immense, une mission qui me dépassait. Comment affronter son propre père? Comment porter un tel secret sans tout détruire? Je remontai à la surface, la boîte serrée contre moi. Le vent soufflait fort dehors. Le ciel s'était assombri et la pluie commençait à tomber. Dans ma voiture, j'eus du mal à reprendre mes esprits. Chaque goutte de pluie sur le pare-brise résonnait comme un compte à rebours. Je passais la nuit sans dormir. Je relus la lettre, j'examinais les documents, les photos, les codes. J'essayais de comprendre le lien entre les 2 mondes de mon grand-père, celui de l'espionnage et celui de la corruption familiale. Peut-être voulait-il me montrer que les mensonges finissent toujours par se ressembler, qu'ils viennent d'un champ de bataille ou d'une salle de conseil. Le lendemain matin, j'appelai Dr Leonard Brooks, un professeur d'histoire que je connaissais à l'université, spécialiste de la guerre froide.
Il était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Je pris rendez-vous dans son bureau et je lui apportai une partie du carnet et des photos. Il resta silencieux pendant de longues minutes en feuilletant les pages, les yeux écarquillés. « Ellie, tu réalises ce que tu as entre les mains? Ces codes, ces diagrammes de communication? C'est du matériel de la CIA, pas une imitation, pas un jeu. C'est authentique. » Je lui expliquai que cela appartenait à mon grand-père. Il me regarda longuement, puis dit doucement « Ton grand-père ». Ce nom, Walter Callahan. J'ai déjà vu passer ce nom dans des archives partiellement déclassifiées. Code Falcon. Si c'est bien lui, il était plus qu'un agent. Il coordonnait des réseaux entiers d'opérations clandestines en Europe de l'Est. J'étais pétrifié. Vous en êtes sûr? Aussi sûr que possible sans consulter les dossiers d'État. Mais si tu veux, je peux demander à un ami au National Archives de vérifier certaines informations. Discrètement. En attendant, garde ça pour toi, Ellie. Personne ne doit savoir que tu possèdes ces documents. Ce genre de choses attire toujours l'attention, et pas la bonne. Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. Sur le chemin du retour, je sentais le poids du secret sur mes épaules, lourd comme du plomb. Dans mon sac, la clé USB et la lettre de grand-père semblaient m'en la brûler. J'étais terrifié à l'idée de ce que j'allais découvrir encore. Ce soir-là, j'allumai mon ordinateur, insérai la clé USB et ouvris le seul fichier qu'elle contenait. Falcon Final Message. MP4. L'écran resta noir quelques secondes, puis l'image apparut. Grand-papa, assis dans son fauteuil près du feu. Son visage était grave, ses yeux, fatigués mais lucides. « Ellie, si tu regardes cette vidéo, c'est que je ne suis plus là. J'ai toujours su que tu étais différent, pas parce que tu fuyais la richesse ou le pouvoir, mais parce que tu avais le courage d'être honnête dans un monde de mensonges. Ton père et ton oncle ont perdu ce courage. Ils ont suivi le chemin facile, celui qui mène à la ruine morale. Tu dois faire un choix, Ellie. Je ne peux pas te dire lequel, mais souviens-toi de ceci. La vérité détruit, oui, mais elle libère aussi. Et si tu tombes, tu tomberas debout. » L'écran devint noir. Je restais là, immobile, les yeux fixés sur le vide. Le feu de ma lampe tremblait sur le mur. J'avais l'impression d'entendre sa voix résonner dans la pièce. J'avais peur. Peur de mon père, peur de moi-même. Mais plus encore, j'avais peur de ce que le mot justice voulait vraiment dire. Était-ce trahir ma famille ou leur rendre enfin l'honneur perdu? Je savais une chose, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le lendemain, je décidai d'affronter la vérité. Je me rendis au bureau de Callahan Sons Real Estate, l'entreprise de mon père. Le bâtiment, tout en verre et acier, reflétait le ciel gris de Harrisburg. À la réception, les employés me saluèrent poliment, étonnés de me voir là. Je pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage, là où trônait le bureau de mon père. Quand j'entrai, il leva les yeux de ses dossiers, surpris. « Ellie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je déposai les documents sur son bureau. J'ai trouvé ça dans les affaires de grand-papa. Il les feuilleta distraitement, puis son visage se figea. Il reconnut immédiatement les copies des factures, les relevés bancaires, les transactions. Son regard changea. « Où as-tu eu ça ?» demanda-t-il d'une voix dure. « Dans une maison qu'il m'a léguée. Il savait tout, papa. Il savait ce que toi et l'oncle Dan faisiez. » Le silence tomba, lourd. Puis il éclata de rire, un rire froid, nerveux. « N'importe quoi, des vieux papiers. Tu ne comprends rien à ce que tu as trouvé. » L'oncle Dan entra dans la pièce à ce moment-là. Son sourire s'effaça en voyant les documents. « C'est quoi ça ?»« Ton neveu a décidé de jouer au détective, » répondit mon père d'un ton sec. Je pris une inspiration. « Je ne veux pas jouer, je veux comprendre, et je veux que vous arrêtiez. Il est encore temps de réparer les choses. » L'oncle Dan s'approcha, les yeux plissés. « Tu nous menaces, Ellie ? Tu crois que tu peux salir tout ce que nous avons construit avec des bouts de papier ?» Je le regardai droit dans les yeux. « Ce que vous avez construit, c'est un mensonge. Et grand-papa le savait. » Mon père se leva lentement. « Assez. Tu n'imagines pas ce que tu es en train de faire. Tu vas détruire cette famille. »« Non, dis-je calmement. Vous l'avez déjà fait. » Je pris mon sac et sortis, sans me retourner. Dans l'ascenseur, mes jambes tremblaient. Mon reflet dans la paroi métallique me semblait celui d'un autre homme. Le soir même, je pris rendez-vous avec maître Steinberg.
Quand il lut les documents et la lettre, son visage se fit grave. « Ellie, tu réalises que c'est explosif? Si tu veux dénoncer ça, tu vas affronter ta propre famille, la presse, la justice. » « Je sais, mais je n'ai plus le choix. » Il resta silencieux un moment, puis hocha la tête. « Très bien. Alors nous le ferons correctement. Je connais un journaliste d'investigation au Harrisburg Times. Ce sera anonyme. » 3 semaines plus tard, les gros titres firent l'effet d'une bombe. Callahan sont accusés de fraude et de blanchiment. Les images de mon père et de mon oncle firent le tour des chaînes locales. Leurs comptes furent gelés, les bureaux perquisitionnés. Je perdis toute la famille. Mon téléphone ne cessait de vibrer de messages haineux. « Traître, monstre, tu as tué ton propre père. » Mais chaque soir, je relisais la lettre de grand-papa. Et je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Quelques mois plus tard, Maître Steinberg m'appela à nouveau. « Ellie, ton grand-père t'a laissé une autre chose, une succession cachée. Il avait investi dans des entreprises, des fonds. Il était bien plus riche qu'on ne l'imaginait. » Je restais muet. « Il a tout laissé à ton nom, » ajouta Steinberg. « À une condition, que tu utilises une partie pour créer une fondation éducative pour les enfants défavorisés. » Je souris, les yeux embués. C'est exactement ce qu'il aurait voulu, et je l'ai fait. 1 an plus tard, le fonds Walter Callahan pour l'éducation vit le jour. Des enfants de toute la Pennsylvanie purent aller à l'école grâce à lui. J'ai aussi ouvert un petit musée dans le centre de Harrisburg, le Silence de Falcon, dédié à la mémoire de mon grand-père. J'y exposais des copies des documents, des photos de ses missions et surtout sa lettre accrochée au mur sous verre. Parfois, je m'assois dans la salle vide, entre les visiteurs partis et les lumières éteintes. Je ferme les yeux et j'entends sa voix. « Ne crois pas ce que tu vois en surface, Ellie. Cherche toujours la vérité. » Et je souris, parce qu'au fond, je sais qu'il est encore là, quelque part, dans le silence. Souhaites-tu que je continue avec Adaptation, partie 5, la conclusion poétique et morale du récit, où Ellie contemple l'héritage, la solitude, mais aussi la paix intérieure, toujours en style romanesque et étendu? Les semaines qui suivirent la tempête médiatique furent à la fois silencieuses et d'une étrange densité. La ville semblait continuer sa vie comme si de rien n'était. Les voitures passaient sur Front Street. La rivière Susquehanna brillait toujours dans la lumière grise du matin. Les étudiants riaient dans les cafés. Et pourtant, pour moi, tout avait changé. J'étais devenu invisible. Les gens évitaient mon regard. Certains chuchotaient sur mon passage. Dans les journaux, mon nom n'apparaissait pas, mais tout le monde savait que la source qui avait fait tomber la famille Callahan n'était autre que le fils du patron. Harrisburg adorait les rumeurs, et cette histoire leur en offrait une à la fois tragique et fascinante. Le fils qui trahit le père. Je m'étais préparé à être haï, mais je n'avais pas prévu le vide. Les soirées sans un appel, sans un message. Les dimanches où je mangeais seul, face à la fenêtre, tandis que la pluie glissait sur la vitre. Seule ma mère, parfois, m'envoyait un mot. Quelques phrases brèves, empreintes d'amour discret. « Tiens bon, mon fils, ton grand-père serait fier. » Puis le silence reprenait. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une journée passée au musée, j'ai traversé le vieux pont de Market Street. Le vent d'hiver soufflait fort, et les lumières de la ville se reflétaient dans l'eau sombre. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé depuis la mort de grand-papa. La maison abandonnée, le carnet, la clé USB, les révélations, la chute. Et je me suis surpris à sourire. Pas un sourire de victoire, mais de paix. Je n'avais rien gagné, ni argent, ni reconnaissance, mais j'avais cessé de mentir à moi-même. Et c'était là, peut-être, le véritable héritage de mon grand-père. Le courage d'affronter la vérité, même quand elle détruit tout le reste. Les mois passèrent. La fondation Walter Callahan Education Fund grandit plus vite que je ne l'aurais cru. Nous reçûmes des dons anonymes, des subventions, des lettres de remerciement d'instituteurs et de parents. Chaque fois que je visitais une école financée par le fonds, je pensais à lui, à son amour des livres, à la lumière dans ses yeux quand il racontait l'histoire du monde comme s'il l'avait vécu. Parfois, des enfants me demandaient « Monsieur Callahan, c'est vrai que votre grand-père était un héros ?» Je souriais doucement. Oui, mais pas comme dans les films. Il était un héros silencieux.
C'est alors que je compris vraiment le sens du mot héritage. Il ne s'agissait pas d'argent, ni de gloire, mais de transmission, de valeur, de mémoire, de force morale. Un an jour pour jour après la révélation publique, j'organisais une cérémonie au musée, désormais renommé Le Silence de Falcon. J'y conviais des professeurs, des étudiants, des journalistes, et même des anciens agents de renseignement à la retraite qui avaient connu les années de la guerre froide. Le hall était éclairé par une lumière douce. Sur le mur principal, une phrase du carnet de grand-papa était gravée. « La vérité dort parfois, mais elle ne meurt jamais. » Je prononçais un discours bref, presque chuchoté. Je ne parlais pas seulement de lui, mais de ce qu'il représentait. La résistance tranquille, l'intégrité face aux mensonges, la tendresse dans un monde dur. À la fin, j'ai remercié ma grand-mère, assise au premier rang, enveloppée dans un châle gris. Ses yeux brillaient de larmes. Après la cérémonie, elle m'a pris la main. « Tu as fait exactement ce qu'il voulait, Ellie, » dit-elle d'une voix tremblante, « et tu l'as fait à ta manière. » « Il me manque, » ai-je murmuré. « Oui, mais regarde autour de toi. Tout cela, c'est lui. » Ses doigts ridés serrèrent les miens avec une force surprenante. Nous sortîmes ensemble dans le froid. Les feuilles d'automne tombaient autour de nous, lentes et dorées. Harrisburg semblait apaisé, comme si la ville elle-même respirait à nouveau après des années de secret. Dans les mois suivants, je repris mon travail à la bibliothèque universitaire, mais d'une autre façon. Je n'étais plus le jeune homme timide qui rangeait des livres poussiéreux. J'étais devenu un gardien de mémoire. Les archives, les histoires oubliées, les manuscrits anonymes, tout cela avait désormais une résonance différente. Chaque mot, chaque nom pouvait cacher une vie entière, un combat silencieux. Souvent, en fin de journée, je marchais jusqu'au musée avant de rentrer chez moi. Je m'asseyais seul devant la photo de grand-papa, celle prise à Berlin en 1978. On le voyait debout, droit, le regard clair. Je lui parlais à voix basse. « J'ai fait ce que tu voulais, grand-papa. Mais parfois, je me demande si j'ai eu raison. » Le silence me répondait toujours. Pourtant, ce silence avait quelque chose de doux, comme une main posée sur mon épaule. Un soir de mars, j'ai reçu une lettre inattendue. L'enveloppe portait le cachet du National Archives. À l'intérieur, un courrier signé d'un certain Alan Brody, un historien de la CIA. Monsieur Callahan, après des vérifications croisées, nous confirmons que Walter Edmund Callahan, nom de code Falcon, a bien dirigé plusieurs opérations secrètes entre 1974 et 1988. Ces actions ont permis la libération de dizaines de prisonniers politiques et ont contribué à la chute de réseaux clandestins à l'Est. Aucun dossier officiel n'avait été publié par respect pour sa volonté de rester anonyme. Son nom figurera désormais dans nos archives, au titre de « service exceptionnel ». Je lus la lettre plusieurs fois, incapable de retenir mes larmes. Mon grand-père, celui que tout le monde croyait simple et effacé, allait enfin être reconnu. Le lendemain, j'encadrai la lettre et la plaçai au centre du musée, à côté de sa photo. Le soir, après la fermeture, je restais seul devant ces deux cadres. La lumière tombait en oblique et la poussière flottait dans l'air comme des particules de mémoire. Je pensais à tout ce que j'avais perdu, mon père, mes cousins, la tranquillité d'autrefois, mais aussi à tout ce que j'avais gagné, la vérité, la paix, une raison d'avancer. Je m'assis et je sortis mon carnet. Depuis la mort de grand-papa, j'écrivais chaque jour, non pas pour les autres, mais pour moi. Je notais simplement « La vérité est un fardeau qu'on porte seul, mais c'est aussi une lumière qui ne s'éteint jamais. » Je refermais le carnet, soufflais sur la flamme d'une bougie, et la salle retomba dans le noir. Des années plus tard, le musée était devenu un lieu de passage incontournable pour les étudiants en histoire, les familles, les journalistes. On y organisait des conférences, des expositions, des projections de films sur la guerre froide. Parfois, j'observais les visiteurs s'arrêter devant la lettre de mon grand-père. Certains lisaient lentement, d'autres prenaient des notes, d'autres encore restaient simplement immobiles, émus. Je n'intervenais presque jamais. Je les regardais en silence comme un gardien invisible. La fondation, elle aussi, prospérait. Nous avions ouvert 3 nouvelles écoles, et chaque année, des dizaines d'enfants recevaient des bourses portant le nom de Falcon Scholars. Leurs lettres d'admission tapissaient un mur entier du musée, preuve vivante que les secrets peuvent, parfois,
engendrer la lumière. Un après-midi d'automne, alors que le soleil couchait d'un rouge profond, ma grand-mère me demanda de l'accompagner une dernière fois à la vieille maison en bois, celle où tout avait commencé. Nous marchâmes lentement à travers le jardin envahi par les herbes. Le bois craquait sous nos pas, mais la maison tenait toujours debout, fidèle, comme un témoin silencieux. Elle s'assit près de la cheminée, à la place exacte où grand-papa lisait ses livres. « Tu sais, Ellie, dit-elle, il passait des heures ici à écrire, même quand je dormais. Il disait qu'un jour, quelqu'un comprendrait. Et maintenant, ai-je murmuré, ce quelqu'un, c'est moi. » Elle sourit. « Oui. Et tu as compris plus que lui-même n'aurait cru possible. » Nous restâmes silencieux un long moment, à écouter le crépitement du bois. Dehors, le vent soufflait dans les arbres, comme un écho venu d'un autre temps. Avant de partir, je posai la main sur la table où j'avais découvert la trappe, des années plus tôt. Le bois était froid, mais sous mes doigts, j'avais l'impression de sentir encore le battement discret d'un cœur. Je refermai la porte derrière nous. Sur le chemin du retour, le ciel s'embrasait d'un rouge orangé éclatant. Les feuilles d'érable volaient autour de nous comme des fragments de mémoire. Et alors que nous atteignions la voiture, ma grand-mère me dit, d'une voix presque imperceptible, « Tu as fermé la maison, Ellie. » Mais la vérité, elle, ne se ferme jamais. Je regardai vers le ciel, et dans la lumière du couchant, j'eus le sentiment de voir, un instant, la silhouette de mon grand-père, debout sur le perron, son éternel chapeau gris à la main. Aujourd'hui, des années ont passé. Le musée existe toujours, la fondation grandit. Ma mère vieillit doucement, ma grand-mère repose désormais auprès de lui, dans ce petit cimetière qui surplombe la rivière. Chaque fois que je passe devant leur tombe, je dépose une plume sur la pierre de mon grand-père, un faucon gravé, symbole de son nom de code, et je lui murmure « J'ai tenu parole ». Puis je me tais, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, parce que le silence, parfois, dit tout.